Bienvenue dans ce nouvel épisode de Common Sports Insider. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Calam, le président du Hockey Club Chaux-de-Fonds. Bienvenue Olivier. Merci Doug. J'ai beaucoup de plaisir de faire cet épisode parce que notre histoire remonte à quelques années maintenant. On a commencé à travailler ensemble en 2020, voire un petit peu avant même, dans une aventure qui nous a amené à développer le Hockey Club La Chaux-de-Fonds. Comment tu as vécu cette aventure jusqu'à aujourd'hui? On peut dire que jusqu'à maintenant, c'est une belle aventure. C'est vrai qu'on a fait connaissance un petit peu par hasard, je dirais. Oui. Et tu m'as présenté avec, à l'époque, ton associé, quel était votre business model. Et puis ça a résonné en moi, puisque, en fait, le digital, aujourd'hui, on peut plus passer à côté. Oui. Donc, pour moi, ça a été une découverte partielle. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'y suis confronté, mais l'utilisation qu'on pouvait en faire dans le sport, c'était quelque chose qui a résonné en moi, puis auquel j'ai cru très rapidement. Donc, tu as été précurseur, parce que le faire il y a 5 à 6 ans, alors que personne n'arrivait vraiment pas à comprendre ce que nous faisions chez nous avec la gestion et l'exploitation des données, j'ai le droit de le dire, tu étais précurseur. On dit que diriger, c'est anticiper. Donc Oui. voilà, on va peut-être considérer qu'effectivement, j'étais précurseur à ce niveau-là. Et dans ce rôle donc, de président que tu as pris en 2020, qu'est-ce qui a mené les premières actions pour développer le club? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a repris un club qui est au bord de la faillite déjà, Oui. qui n'était, d'un point de vue juridique, pas du tout organisé. Il a fallu mettre en place une structure juridique. Après, il a fallu assainir le club. Et puis, réunir un conseil d'administration avec des compétences, établir des cahiers des charges, puis après faire un petit peu un audit de ce qui fonctionnait, puis de ce qui fonctionnait moins bien. Et puis après, une fois qu'on avait un petit peu fait une vue d'ensemble, c'était de fixer des priorités, parce que tout n'est pas réalisable tout de suite. Oui, surtout avec certains moyens. Hein. Exactement, des moyens qui étaient limités. Et puis pour arranger les choses, on a commencé par le Covid et les 2 saisons à huis clos. Pas simple. Pas simple du tout. Oui. Mais c'est aussi une opportunité. C'est clair que dans les montagnes châteloises, on est habitué à gérer les crises. Il y a eu des crises horlogères et tout. Et plutôt que de seul à monter et puis dire qu'est-ce qui se passe, il faut plutôt y voir une opportunité. Puis ça a été l'occasion de dire, OK, on n'a personne, c'est peut-être l'occasion d'investir dans nos infrastructures d'hospitalité, ce qu'on n'aurait pas le temps de faire dans une saison régulière avec tout le public. Oui. Et d'apporter les modifications qui font que le jour où le marché repart, où on peut rouvrir, on soit prêt. Oui. C'est ce qu'on a fait pendant cette période de Covid. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à prendre ce rôle de président pourquoi le HEC? Pourquoi reprendre le HEC dans une situation telle que celle-ci? Alors, disons que je suis un supporter de toujours. Mon premier match, je l'ai vu, j'avais 5 ans et demi. J'en ai 57 aujourd'hui. J'ai toujours suivi le HCC dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis, à un moment donné, le président qui était en place était un ami. Et puis, j'y avais dit que si une fois il avait besoin d'aide, que ce soit au conseil d'administration, que je m'investirais, je donnerais de mon temps aussi pour le club. Et c'est pour ça que je suis rentré au conseil d'administration en 2019. Oui. Et puis, en décembre 2019, l'intégralité du conseil d'administration annonçait qu'il démissionnait à la fin de l'exercice. Changement de paradigme. Changement de paradigme, donc à moi, s'offrait 2 possibilités, où je suivais le mouvement, mais c'est pas trop dans mon caractère, donc c'est là que j'ai dit, à un moment donné, on va pas seulement dans un conseil d'administration pour parader, mais pour aussi assumer et puis prendre des responsabilités. Et puis c'est là que je me suis mis en chasse pour composer un conseil d'administration avec des personnes, des amis que je connaissais. Aussi, ces amis m'ont fait connaître d'autres personnes, oui. Toutes avec des compétences différentes, mais qui étaient utiles pour notre projet.
Et ce projet, c'est la vision 2025, d'une certaine manière, qui se poursuit aujourd'hui. Mais il y avait plusieurs étapes et les objectifs ont été assez bien remplis. Oui, pourtant alors, complexes. Hein. alors c'était pas simple. Ben voilà, il fallait relancer le club, faire revenir le public dans la patinoire. Oui. Il y avait le défi sportif aussi parce que l'équipe était un petit peu affaiblie au cours des années. Voilà, on n'avait plus le succès sportif. Et puis, il faut remonter une équipe avec les moyens du bord au départ. Et ça, on a pu compter sur un appui extraordinaire de notre directeur sportif, Loïc Burkhalter, qui avec des moyens limités, et avec aussi l'entraîneur de l'époque, Thierry Paterlini, qui se sont attelés à monter une équipe compétitive, qui nous ont amené la première année à pouvoir quand même participer aux playoffs. On avait été éliminé en quart de finale contre Cloton. Et la deuxième saison, de pouvoir atteindre les demi-finales où on a été éliminé en demi-finale contre le HC Holton. Ouais. Donc un parcours, on va dire, première année plutôt réussi pour pouvoir restructurer le club. Il y a aussi toute une restructuration de la gouvernance, la restructuration, on va dire, de la manière de gérer le club, hein, comme tu l'as mentionné, avec différentes entités juridiques aujourd'hui qui la composent. Ce n'est pas qu'une SA, c'est plusieurs. Exactement. Pourquoi faire un choix tel que celui-là ? Déjà, c'est aussi des structures qui correspondent au club actuel de National League, parce qu'il y a aussi dans notre stratégie à terme la volonté de pouvoir un jour remettre ce club-là où est sa place, c'est-à-dire en National League. C'est un club qui est historique, qui a un passé glorieux. 6 champions suisses. Exactement, 6 fois champion suisse consécutif. Donc voilà, c'est un objectif à moyen long terme. Et puis, pour ça, il faut se doter de structures qui correspondent au sport, au business aujourd'hui, avec l'idée de se dire que le jour où on aura à gérer une ascension sportive, ça sera déjà suffisamment chaud, sans devoir encore s'occuper de la structure juridique. Donc, on s'est déjà attelé à la structure juridique. Comme ça, de ce côté-là, on serait prêt. Puis, c'est aussi une question un petit peu de transparence, de voir nos différentes activités sous forme de centres de coûts et de profits. Oui. Voilà. En Suisse, on a une tendance à être très traditionnel dans la manière de gérer le sport. Et certains détracteurs diront, mais on commercialise trop le sport. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, clairement, aujourd'hui, on est une entreprise. Je prends l'exemple du HCC aujourd'hui, en tenant compte des joueurs. C'est une entreprise qui a 45 employés. Oui. Donc, c'est une belle PME. Une belle PME, c'est 7 millions de chiffre d'affaires en circuit court essentiellement. Donc, c'est une entreprise qui doit être gérée comme une entreprise dont le business est l'organisation de matchs de hockey. Oui. Et donc, il y a finalement de l'événementiel. Hein, on en parlait avant, c'est de proposer comme spectacle le hockey. Clairement, c'est un spectacle, c'est une expérience qu'on veut faire vivre aux spectateurs. Il n'y a plus, maintenant, on va au-delà du résultat sportif. Alors oui, il y a toujours les fans purs et durs qui achètent leur abonnement de saison et tout, qui suivent l'équipe d'abord par rapport aux résultats sportifs, mais c'est d'amener une expérience supplémentaire aussi aux gens qui rentrent dans la patinoire, qui viennent assister à un match, qui viennent pour certains se restaurer ou pour d'autres poursuivre la soirée, échanger, le réseautage. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre autour de l'organisation d'un match de hockey. Et dans cette dimension-là, il y a bientôt un peu plus de 5 ans, tu nous as fait confiance en te disant « Mais Olivier, pourquoi tu ne connais pas tes fans ? Il faut collecter, structurer une base de données, il faut l'activer de manière régulière. » Finalement, quel était le tournant pour toi de dire « Mais il faut que j'aille dans cette voie-là. Il faut que je digitalise d'abord mon club, mais il faut aussi que j'aille connaître mes fans. » Il y a plusieurs raisons. C'est aussi l'expérience professionnelle que j'ai à travers mon activité. Et puis deuxièmement, c'est de se dire aujourd'hui, si on veut monétiser et puis aller chercher de l'argent, il y a différentes choses qu'on peut proposer à nos partenaires. Il y a de la visibilité sur les maillots à l'intérieur de la patinoire, il y a de l'hospitalité, mais en restant avec ce public cible, on touche que la moyenne de spectateurs qu'on avait. Oui. Alors qu'en réalité, avec les réseaux sociaux, on peut étendre notre visibilité
de manière vraiment très très large. Pas que régional. Hein. Pas que régional, au niveau cantonal, voire national. Et puis, toute cette communauté, c'est quelque chose qui peut aussi être valorisé, commercialisé auprès de partenaires. Oui. Et c'est pour ça que votre activité, ce que vous proposiez et tout, résonnait en moi aussi, parce que d'un autre côté, il faut bien reconnaître qu'on ne connaissait pas nos fans. Voilà, on sait ceux qui venaient, on savait qu'ils achetaient un abonnement. C'est tout. C'est tout. Ouais. Donc en 2020, il y avait environ 700 contacts, hein, c'était les abonnés. Voilà. Et aujourd'hui, pour ne pas trahir de secret, mais c'est un peu plus de 12 000 contacts dans la base de données du club. Donc une belle progression, dont aujourd'hui aussi plus de 3 000 abonnés. Exactement, puisqu'on a battu un record cette année où on est proche de 3 100 abonnés. Et tout réseau confondu, on a 45 000 followers. Donc c'était une explosion. Et ça, vous en êtes en partie responsable. Après, il y a l'aspect sportif, hein, il faut jamais l'oublier, sans des résultats sportifs incroyables. C'est clair qu'il y a un mois d'engouement, mais je dirais que le travail qui a été mené avec toute l'équipe, ça a été de mettre les fondations aussi pour capitaliser sur ce succès. Clairement, alors, sans succès sportif, il n'y a rien. Oui. Et on a eu la chance, et voire même la surprise un petit peu, puisqu'on a eu les 2 premières années difficiles, mais dans le plan de marche, on n'avait pas imaginé que dès la 3e saison, on ferait déjà un titre. Oui. Participation, la Ligue qualification pour la promotion de l'EHC Ajoie. Et ça a généré une onde de choc en termes de visibilité et puis d'engouement largement au-delà des frontières, qui a contribué vraiment à booster tout ça. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir des moyens de collecter puis d'apprendre de qui sont nos fans et puis d'avoir ces renseignements-là a permis aussi d'amplifier cette base de données. Donc, d'une certaine manière, l'impact que ça a eu, ça a permis de capitaliser, hein, tu viens du milieu de la banque, de créer l'actif nécessaire pour assurer une pérennité, si on veut, de ce succès. Clairement. Et donc, de fédérer ses fans. Exactement. Et puis de pouvoir, après, répondre aussi à leurs attentes. Oui. Mieux les connaître, d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, comment ils consomment, etc., pour être le plus proche de leurs attentes. C'est ça, quelque part. Et l'expérience que maintenant tu as menée dans notre collaboration, comment tu vois le reste du hockey suisse ? Là aussi, je crois qu'on peut parler de précurseurs, parce que, alors, je n'ai pas la vision complète des clubs de National League, mais je pense pouvoir affirmer qu'au niveau de la Swiss League, on a très largement très en avance. Mais de nouveau, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Je ne sais même pas si on est à mi-parcours, toi tu pourras me le dire. Il y a encore un petit chemin. Il y a encore un petit gap à faire, mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Et le succès passera aussi par ça. Oui. De mon expérience, après avoir travaillé aussi avec des clubs de National League, le Hockey Club Chaux-de-Fonds a été précurseur. C'est ce qui a amené qu'on travaille avec d'autres clubs. Hein. Et encore maintenant, je vois d'autres clubs qui sont en première division et qui n'ont pas ce que le HSC. Donc, pour moi, c'est aussi une volonté de pouvoir pousser le club dans des meilleures conditions. Donc, je trouve que le hockey suisse a beaucoup de chemin à faire dans sa globalité, surtout dans un contexte au-delà du hockey, mais sportif, qui devient de plus en plus challenging. En tout cas, nous, on est très satisfaits. Il y a eu un rapport de confiance au départ. On se souvient de nos premiers entretiens. Oui. C'est venu avec votre proposition. Moi, je vous ai dit, j'ai pas de sous. Par contre, j'ai une plateforme à vous proposer pour vous faire plaisir, pour démontrer vos compétences. Oui. Et voilà, on s'est fait confiance l'un l'autre. Et aujourd'hui, je suis très heureux du succès du HCC, mais aussi d'avoir pu contribuer au succès de Common Sport. Absolument. Et j'entends qu'on va poursuivre cette expérience encore, puisqu'il y a encore de belles pages à écrire. Absolument. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment donné, c'est aussi des relations de personnes, à un moment donné, qui croient à un projet, puis on y dit, OK, go, chacun se fait confiance, on ne parle pas d'argent, on parle à un moment donné, on voit l'intérêt commun, la vision à long terme de ce que chacun peut tirer de ça. Ouais. Et puis, je crois que d'avoir confiance que ça va amener un résultat positif aussi pour la structure. Clairement. Alors, il a fallu faire aussi des adaptations chez nous, parce que faire que tout le monde ne comprenait pas forcément ce qu'il en était, mais on a aussi renouvelé toute notre équipe et avoir des gens qui comprennent là où on veut aller. Et puis, c'est ce qui fait aussi le succès d'aujourd'hui. C'est de pouvoir aussi avoir maintenant des compétences chez nous qui comprennent ce que vous leur expliquez puis ce que vous implémentez. Et parlant de personnes, tu as aussi inculqué une certaine culture d'entreprise au sein de ce club pour progresser.
Quelle est ta vision de cette culture? La culture, quand on est dans le sport, c'est la culture de la performance. De l'excellence. De l'excellence. Et si on veut le succès, ça passe par ça. Et voilà, il n'y a pas de miracle. À un moment donné, j'aime à dire, j'ai une métaphore qui dit qu'il n'y a que dans le dictionnaire où résultat vient avant travail. Donc, à un moment donné... si on n'a pas le goût du sang et tout, à un moment donné, c'est difficile. On peut se contenter de végéter, voilà. Mais voilà, on veut des gagnants, on veut des gens qui ont faim, qui veulent gagner. Et puis voilà. Et ça doit se faire dans un esprit de compétition, mais aussi dans un esprit de progression, de réjouissance aussi, de succès, de plaisir. Parce que quand on a vu les émotions générer les 2 titres et que... C'est exceptionnel. C'est inouï, ce qu'on a amené aux gens et tout, et ça, c'est notre récompense. À nous, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, les enfants qui ont les yeux qui brillent. J'entends maintenant, rien que de voir une abeille, les gosses sont fin fous, voilà, et le succès aussi sportif. C'est ça la récompense. Hein? C'est ça notre récompense. L'académie, avec des petits gamins à l'école de hockey qui croient de manière vraiment exponentielle, c'est incroyable. Donc tout ça, c'est... les conséquences de ce qu'on a mis en place quelque part. Mais ça s'entretient, ça se cultive, et puis c'est de développer cette culture de la gagne, de la performance, voilà. Et cette culture de la gagne, chez Olivier Calam, des fois, il y a un certain franc-parler. Alors, si je suis plein de défauts, mais s'il y a une qualité que je me reconnais, c'est celle de la franchise. Parfois, ça pique un peu. Mais voilà, on sait... tu l'assumes. Complètement, voilà. Et j'entends... on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, comme j'aime à dire, à partir du moment où on a assimilé qu'on était de toute façon l'imbécile de quelqu'un, on le vit bien. Absolument. Et aujourd'hui, tu en parlais, je trouve très bien, c'est de faire briller dans les yeux des petits, de jouer au hockey, de jouer au HCC. Comment tu concilies ce rôle social qu'a le club, mais en même temps avec des objectifs économiques? Comment est-ce que tu arrives en tout cas, à mettre en place une structure ou l'inciter? Le fait que déjà qu'il y ait de la qualité sur la glace dans le jeu présenté, ça c'est déjà aussi quelque chose. Ça c'est un engouement. Les gens, si les gens sont prêts à accepter une défaite à partir du moment où les joueurs se sont donnés à fond. On ne peut pas être les meilleurs à chaque fois. Voilà, on trouve toujours son maître un jour ou l'autre. Voilà. Et puis après, c'est d'amener un environnement qui soit aussi le plus familier, accessible possible. Donc, on est là à disposition. Il y a une volonté d'accueillir les gens, voilà, qui ne soient pas simplement considérés comme des clients, mais des gens qui viennent, on paye pour quelque chose et ils sont en droit d'avoir une certaine qualité par rapport à ça. Et puis après, c'est aussi de développer tout autour... des événements autour de la communauté. On parle de matchs de charité parce qu'on est aussi redevable vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la région, etc. Notamment ce qu'il y a eu cette saison. Hein. Oui, pour la 4e saison, voilà, où on organise un match de charité au profit d'organisations d'aide à l'enfance. Parce que, voilà, on a aussi un rôle en tant qu'organisation sportive qui a du succès. Il y a une forme... où on est idolâtré, les joueurs sont idolâtrés, mais ils doivent aussi rendre aussi un petit peu de leur personne. Voilà, ils ont une responsabilité sociale vis-à-vis de ça, de se montrer disponible. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'année dernière un événement avec les Perce-Neige où on a amené un bonheur incroyable à tous ces bénéficiaires. Cette année, c'était au profit d'une fondation d'enfants en difficulté. Et tout ça, c'est un rôle aussi qu'on veut jouer dans la population et voire même dans le canton. Et parlons de ce canton. Aujourd'hui, le club majeur de sport dans le canton de Neuchâtel, aujourd'hui, c'est le Hockey Club La Chaux-de-Fonds. Même s'il y a un club historique qui est Neuchâtel Xamax, qui a eu des très belles années, mais aujourd'hui, il est un peu dans le ventre mou de la Challenge League. Il y a aussi Union Neuchâtel qui tourne bien, mais qui a certaines difficultés. Il y a le NUC aussi qui tourne extrêmement bien, mais on va dire le phare un peu sportif aujourd'hui, c'est le HSC. Comment tu vois ce rôle au niveau... Alors, il y a d'autres clubs, hein, on ne les mentionne pas. Hein, il y a aussi le Uni Hockey qui tourne dans le canton, mais
Quel est le rôle du HSC là-dedans? Quelque part, c'est d'être aussi le porte-parole, quelque part, de tous les clubs de l'élite, et voire même en dessous, j'entends. Oui. On acquiert une certaine crédibilité, une certaine résonance qui fait aussi qu'à un moment donné, on peut défendre la voie du sport, Oui. Au sens large. On l'a fait à travers la FENESPO, notamment aussi, où on est impliqué dedans. On a, dans le cadre du projet de la patinoire aussi, on était le représentant de tous les utilisateurs de la patinoire. Oui. Donc, c'est aussi ça, de véhiculer... Donc c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité, voilà, de pouvoir défendre un peu les intérêts du sport de manière générale. Et comment est-ce que toi ou le club entretient des relations avec ces autres clubs? Oh, elles sont bonnes, clairement. On a des partenariats aussi où on fait entre les abonnés des avantages, à travers les 4 grands clubs, pour dire. Voilà. On a aussi, nous, depuis maintenant 3 ans, à chaque match, on invite un club sportif du canton à qui on donne des places pour assister au match, et on annonce leur présence aussi pour qu'ils soient valorisés à ce niveau-là. Voilà comment on fait. Il y a un match de foot aussi en début de saison qui est fait avec un club du canton. Où les joueurs jouent. Les joueurs jouent exactement contre ce club-là. On a 2-3 projets aussi en gestation. Avec d'autres clubs sportifs, voilà, on essaye de aussi les mettre en lumière, puisque quelque part, oui, on leur fait aussi de l'ombre. Oui. Voilà. Ouais, c'est là aussi. Maintenant, avec le succès du HSC, certaines personnes vont dire, mais aujourd'hui, le HSC, ils sont arrogants, ils se prennent pour les kings. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, surtout pas, non, justement. non, on veut les prendre avec nous, et on veut les faire profiter de la lumière des projecteurs qui sont braqués sur nous pour aussi leur en faire profiter. Et voilà, et on a un rôle, justement, vis-à-vis de toute la communauté sportive du canton, et on joue ce rôle. On a soutenu encore dernièrement au repas de soutien pour l'organisation de l'étape du Tour de Romandie. On essaye d'être présent aussi dans les différents repas de soutien ou tombola. On vit un peu, on est aussi victime de notre succès maintenant. On voit le HCC, puis tout le monde vient vers nous. Tout le monde voudrait des maillots, tout le monde voudrait pour leur tombola, tout le monde voudrait la présence des joueurs dans leurs manifestations, etc. Donc voilà, c'est aussi Faut tempérer maintenant. Voilà, mais c'est réjouissant. Ça veut dire que on a une certaine notoriété, puis que les gens sont sensibles à ça et voient ça comme un avantage d'être associé aussi au HCC. Et le succès ne s'arrête pas ici. Le succès, il veut encore être construit, non? Alors on est... Je sais même pas si on est à mi-chemin, non. Mais voilà, c'est de nouveau... En tant que sportif, on ne peut pas se contenter, on veut toujours performer. Il y a c'est la notion un petit peu de challenging aussi, de pouvoir essayer de faire toujours un peu mieux. Et alors, c'est vrai que dans la construction et tout, il y a quand même, à un moment donné, une vision de pouvoir, comme je le disais précédemment, peut-être rejoindre un jour l'élite. Et on voit que cette élite, aujourd'hui, la marche est haute, hein, est beaucoup plus haute qu'à l'époque. Oui, effectivement. Après, sur le mode, sur une série, tout est jouable. On voit, même encore la série qui vient de se terminer, Ajoie contre Viège, ça joue l'équipe qui doit battre pour sauver sa place contre celle qui n'a rien à perdre. On a vu que les premiers matchs étaient acharnés. Après, il y a eu l'autre blessure, de fatigue, etc., à un moment donné, qui font gentiment la différence. Mais on voit clairement que y a une différence un petit peu de niveau, oui, mais elle n'est pas si inaccessible que certains veulent bien croire. Et donc, cette volonté de rejoindre l'élite du hockey suisse s'inscrit aussi dans un contexte où le hockey suisse est dans une transformation. Et comment tu vois cette transformation prendre place? C'est clair qu'il y a des grosses réflexions qui sont menées au niveau du hockey suisse, puisqu'on a une National League qui marche très très bien, commercialement parlant, en termes de fréquentation. Jamais eu autant de spectateurs. Jamais eu autant de spectateurs, effectivement, mais
c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on a une deuxième division qui est un peu dans le dur, parce qu'à un moment donné, quand les deux se sont séparés, et puis que la National League est partie de son propre côté, ben on a un peu minimisé l'impact que ça aurait sur la deuxième division, et on doit aussi trouver là un modèle d'existence, de valorisation de cette deuxième division, où on a un mélange de clubs ambitieux et puis de clubs qui sont là pour faire de la formation. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de travail, il y a une étude qui est menée aussi pour repositionner d'abord cette deuxième division, et dans une vision un petit peu plus large, qu'est-ce qu'on veut pour les 5-10 prochaines années pour le hockey suisse. Et toi, tu es au cœur de cette transformation, tu participes à ces commissions. Qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre comme message ? Qu'il ne faut surtout pas ignorer la base, parce qu'aujourd'hui, les Égyptiens ont fait les pyramides avec les bases larges et puis la pointe en haut, c'est pas pour qu'on la mette dans l'autre sens. Donc, à un moment donné, il faut toujours avoir à l'esprit une vision moyen-long terme. Le succès à court terme ne doit pas nous aveugler par rapport à ce qui se décide plus loin. Et c'est vrai que aujourd'hui tout fonctionne, mais on voit, même à travers des grands champions, que sont Romagnosi et Nino Niederreiter, ils tirent la sonnette d'alarme en disant aujourd'hui, nous, on arrive à la fin d'un cycle. Ouais. Les gars, réveillez-vous. Derrière, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc après une période faste où le hockey suisse est aujourd'hui un des presque meilleurs hockey au monde, peut-être demain, c'est plus sombre. Je suis de nature optimiste parce qu'on a la capacité. On a la capacité de réaction et tout. Ce qui est déjà bien, c'est d'en être conscient. Après, faut pas partir tête baissée et faire n'importe quoi, mais où on a déjà énormément progressé, c'est qu'on a réussi à remettre tout le monde autour de la table. Ce qui, à un moment donné, n'était plus le cas. Oui. Donc, c'est déjà ça, les gens se reparlent, il y a communication, débattre, et après, il y a des intérêts convergents, il y a des intérêts divergents, puis voilà, il faut trouver une solution qui soit le meilleur équilibre possible, autant vis-à-vis de la National League que de la Swiss League et des ligues mineures après encore en dessous. Et dans ce contexte, en Suisse en tout cas, mais pas que dans le hockey, souvent c'est très démocratique, dans le sens tout le monde a sa voix. Et des fois, c'est un peu difficile de suivre une ligne directrice. Comment ça se passe ? Dans le monde du hockey, c'est particulier, puisque les clubs de National League ont 2 voix, voire 3, quand leur club ferme vote pour eux. Donc, c'est très difficile de pouvoir inverser les tendances. Oui. Donc, il y a une certaine ligne de conduite quand même. Voilà, il faut pousser pour essayer de sortir des sentiers battus. Mais voilà, de nouveau, en venant avec des arguments et des choses comme ça, maintenant, il y a des discussions, il y a des groupes de travail qui sont menés. Oui. Et c'est déjà un progrès. Je dirais, pour reprendre une citation, il faut que ça aille aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Et c'est Bersen, hein ? Je crois. Et dans ce contexte, on en a un peu parlé, mais quel est ton avis sur une ligue fermée ? Parce qu'aujourd'hui, la National League tend à se fermer au niveau de ses exigences. Pour pouvoir monter, il y a des exigences d'infrastructure, on va en parler juste après, et des exigences en termes économiques, de capitaux. Donc, il n'y a pas de vraies règles que c'est fermé, mais finalement, l'accession est très réglementée. Disons que il faut avouer que depuis qu'il y a certaines règles qui ont été mises en place, on n'a plus assisté à de faillites de clubs. Oui. Ça, il faut louer. Ça, c'est le point positif. Il y a certains critères. Voilà, ça doit être géré comme une entreprise proprement dite. Et ça a assaini un petit peu parce qu'on ne pouvait plus, en termes d'image, d'avoir des clubs qui commencent la saison, d'arriver à Noël, qui partent en faillite, que ça soit en National League, en Swiss League. Voilà. Donc ça a une mérite un petit peu d'éclaircir. Après, c'est clair que d'un point de vue infrastructure, il est nécessaire qu'il y ait des choses qui évoluent. Aujourd'hui, comme on l'a dit, les gens viennent rechercher une expérience et tout. C'est plus le simple spectateur qui vient, qui mange sa saucisse de veau, qui est debout et qui repart. Donc, il y a un public féminin, il y a un public de famille, etc. Il y a des attentes aussi des partenaires en termes d'hospitalité, réception de partenaires, etc. Donc, voilà, ça requiert d'avoir des infrastructures qui soient modernes,
et puis qui puisse correspondre à ces attentes. Et puis, après, d'un point de vue plus sportif, et on le voit, et c'est ce qui ressort aussi, la promotion et la relégation font partie de la culture suisse dans le sport. Elle existe au foot, elle existe dans tous les sports. Il y a des promus, des relégués, et pas rien qu'en Suisse. En Europe. En Europe, ouais. C'est une culture, ça. Et je suis pas certain qu'on soit prêt à ça et que ça soit une bonne solution. Il doit y avoir, si on veut garder une certaine attractivité, de pouvoir avoir un petit peu... C'est challenging aussi, la notion de performance et tout, parce que si arrivé à fin novembre, une équipe est larguée et tout, voilà, je suis pas sûr qu'il y ait un immense attrait. Il n'y a pas cette culture comme en Amérique du Nord, de juste aller manger des hot dogs, puis des pop-corn, et puis de voir un tiers de match. C'est un pur divertissement. C'est un pur divertissement. Là, il y a quand même la notion encore de sport là-dedans, et c'est pour ça que je crois pas à une ligue fermée, mais qui est après... Bon, tu me donnais l'exemple, juste avant notre épisode, de l'exemple de la Première Ligue, où il y a un fonds, un pool qui est réservé pour cette promotion-relégation. Voilà, effectivement, parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre les craintes des clubs de National League qui ont investi massivement dans des infrastructures, dans des organisations, qui ont des salariés, etc. À un moment donné, la perspective d'être relégué, où il n'y a plus de droits médias, il n'y a plus rien du tout, j'entends, c'est des licenciements massifs, vous retombez à l'échelon inférieur, etc. Oui. Donc, il doit pouvoir y avoir un système, un coussin qui permet d'absorber une relégation, puis qui évite aussi aux clubs relégués de partir en faillite, et puis voilà, de devoir avoir je ne sais pas combien d'années de purgatoire pour de nouveau avoir un projet sportif. Donc, la promotion, la relégation, oui, mais elle doit être accompagnée, il doit y avoir des réflexions à ce niveau-là. Comme la promotion aussi, éviter qu'un club arrive direct la première année puis qu'il prenne sonner sur sonner à chaque match et tout, oui, pour l'intérêt du produit hockey dans sa globalité. Et dans cette notion d'investissement, on voit que l'infrastructure est capitale. Depuis le renouvellement des infrastructures en Suisse, il n'y a jamais eu autant de spectateurs. Chaux-de-Fonds vient de voter pour sa nouvelle patinoire. Pour toi, quel est l'enjeu maintenant ? C'est vrai qu'on est très reconnaissant. On a pu participer à toute l'élaboration du projet avec le conseil communal. Ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue. Maintenant, le conseil général a validé le projet. Donc, ça aussi, c'est une source de réjouissance. On est encore juste dans la période du délai référendaire. Puis après, ça sera de mener ce projet, parce que le voter, c'est une chose, mais après le réaliser, c'est une deuxième chose. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va aussi avoir un impact sur le fonctionnement du club. Mais ça nous donne aussi des perspectives réjouissantes d'avoir qui vont consolider nos objectifs, parce que, comme je l'ai dit auparavant, il y a la volonté à terme de rejoindre l'élite. Monter, je ne veux pas dire que c'est facile, on a vu que ça peut être réalisable, mais le but, c'est pas de recouler l'année prochaine, c'est d'avoir une infrastructure qui nous permet de générer des revenus pour s'y maintenir durablement. Oui. Donc la perspective de pouvoir avoir une nouvelle enceinte moderne, avec tous les espaces d'hospitalité, de confort, d'accueil, ça, c'est très réjouissant. Et le fait d'avoir collaboré aussi proche avec les autorités sont conscientes des enjeux économiques qu'une infrastructure joue pour un club ? Très clairement, oui. Alors c'est vraiment un partenariat qu'on a pu avoir. Déjà, aussi en tant que nous, représentants des utilisateurs, d'avoir un outil qui correspond aux besoins des utilisateurs. Oui. Parce qu'on aurait vite fait, dire, réclamer une patinoire, et nous livrer une patinoire, puis après on s'avère que c'est pas pratique du tout à l'usage. Donc là, il y a vraiment eu une collaboration qui était vraiment très, très positive à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que maintenant, eux aussi ont vu et ont reconnu le besoin économique d'une infrastructure moderne pour les utilisateurs, pour pouvoir générer des revenus et puis aussi continuer d'exister. On voit, je suis tout à fait d'accord, mais on a vu qu'on a dû quand même faire des compromis, parce que notamment sur le place debout, pour un club, on perd un peu d'argent sur des places debout, on fait plus sur des places assises.
dans une volonté politique de dire on veut garder une accessibilité de la patinoire. Comment est-ce qu'on coïncide à nouveau cette réalité? Ça, je pense que ça relève plus de l'incompréhension. La notion de vouloir mettre plus de place debout par rapport au projet initial. Pourquoi une incompréhension? Tout d'abord, aujourd'hui, c'est une mauvaise perception de qui sont ceux qui utilisent des places assises. Une partie de l'échiquier politique croit que c'est réservé aux ultra-riches. Je me suis efforcé de leur expliquer qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont des problèmes physiques, qui viennent plus au match parce qu'ils ne peuvent pas rester la durée d'un match debout. On a des familles qui viennent avec des petits-enfants qui ne peuvent pas assister au match parce que c'est impossible pour eux d'avoir un petit enfant debout pendant toute la durée d'un match. Pendant 2 heures. Ouais. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il y a une règle basique qui s'appelle l'offre et la demande. Plus on met de places assises, moins le prix sera cher. Ils ont décidé de diminuer le nombre de places assises, mais qu'est-ce que ça aura comme incidence? Une augmentation du prix des places assises. Donc, il y a encore des discussions qui vont être menées. On parle de flexibilité. Oui. Il faudra voir comment les gens réagissent par rapport à ça. Mais il faut vraiment aussi être à l'écoute des besoins. Aujourd'hui, on n'a plus de places assises à offrir. Ça, c'est le contexte actuel. Hein. C'est le contexte actuel, c'est une réalité. On n'a plus que des places debout à vendre. Voilà, exactement. Et voilà, il y a des attentes, il y a des entreprises qui souhaiteraient organiser des événements puis venir avec des partenaires. Et voilà, vous ne pouvez pas les envoyer debout et tout. Donc, et il y a, comme je l'ai dit, toute cette population aussi qui aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées, ne peuvent plus venir au match parce qu'on n'a pas la possibilité de leur offrir des places assises. Donc, c'est un faux débat. Voilà, c'est de l'émotionnel. Le sport est émotionnel. Le sport est émotionnel. Puis quand on va leur démontrer un petit peu la pertinence, puis qu'on va intégrer cette flexibilité, je pense qu'on va trouver un compromis bien helvétique. Magnifique. Et cette transition vers cette nouvelle infrastructure, c'est un défi. C'est un défi, c'est un de plus. Ça va être challenging. Ça va dépendre. Ben là, on va reprendre les discussions, puisque on peut quasiment dire que les 2 dernières années ont été réservées au montage financier. Oui, structurer tout ça. Voilà, structurer ça. Nous, on a travaillé en amont de ça. Après, on a stoppé, puisque le projet, d'un point de vue architectural, était réalisé. C'est après, au niveau financier, nous, on est sortis du truc parce que ça nous concernait moins. Le HCC est locataire. On est un des utilisateurs, voilà. Et puis maintenant que la perspective justement de la demande de permis de construire et tout, il y a une première séance qui est agendée pour reprendre justement la question architecturale, puis l'avancée du projet maintenant. Donc, c'est vrai que de ça va aussi dépendre, on va voir les différentes phases dans la construction, l'impact que ça aura sur la fréquentation, sur la disponibilité des espaces d'hospitalité. Et puis c'est là qu'il faudra qu'on mène des réflexions, que ça soit est-ce que les matchs se dérouleront toujours au Mellet? Ça dépendra aussi dans quelle catégorie de jeu on sera. Si on devait être à l'échelon supérieur, ça on sait déjà que ça ne sera pas réalisable en cours de travaux, de pouvoir jouer dans une enceinte en rénovation. Donc voilà, il n'y a passablement déconnu, il faudra faire preuve de souplesse, d'ingéniosité et de vivacité. Bon, c'est des qualités entrepreneuriales, non? Voilà. Et je pense que dans cette transition, de facto, il y aura un peu une perte de fréquentation parce que les gens ne sont plus habitués avoir leur place. Hein. Je pense que ça peut avoir un impact. Pas forcément. Tu ne penses pas? Le challenge qu'on a et ce qui est important, c'est de les prendre de les impliquer dans le projet. Et pour l'avoir vécu au niveau professionnel, dans un réaménagement complet d'une banque, pour dire, d'avoir... Et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle. Et tout le long des travaux, d'impliquer les clients, de les prendre avec, de leur faire visiter le chantier, etc., pour qu'ils puissent s'approprier le chantier, fait que ça passe. Et ça permet aussi, en donnant des délais, de leur montrer, de leur expliquer, ça permet d'avoir... Les gens ont la patience et comprennent là où on va. Oui. C'est clair que si du jour au lendemain, on leur dit « ça, c'est fini »,
puis on vous donne rendez-vous dans 2 ans, puis vous choisirez votre place. Plus rien. Puis on n'a plus rien, ça ne va pas le faire. Donc là, clairement, c'est aussi un des défis que le club a, c'est d'accompagner, d'intégrer, d'impliquer les gens dans le changement. Ouais. Et je pense, si je fais un petit clin d'œil, le travail que nous faisons ensemble peut aider. Exactement. Parce que le fait de qualifier et de connaître ses fans va assurer qu'on a un lien direct avec eux. Les réseaux aident d'une part, mais on n'est pas toujours garanti sur à qui on va parler, alors que ce que nous mettons en place maintenant avec les newsletters d'une part, mais aussi l'application mobile, qui a été un projet qui a été développé avec le partenaire VNV. Et c'est important pour assurer cette communication. Bien sûr, et on peut imaginer tout un tas d'événements aussi en lien avec l'évolution du projet, une visite de chantier une fois, tout un tas de choses. Donc, en connaissant nos fans, notre communauté et tout, on va pouvoir s'adresser à eux. Et quand je parle d'implication, les prendre avec et tout, c'est ça. Toute cette base de données fera sens à ce moment-là. Est-ce qu'on va pouvoir acheter des nouvelles briques de la nouvelle patinoire? Ou des anciens sièges, ou on verra. Enfin, voilà, de nouveau, il y a plein de choses qui peuvent être menées. Il y a encore quelques étapes d'ici là, dans le processus, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui peuvent être menées. On a l'exemple à l'époque, quand le Coliseum de Québec a été rénové, où les gens avaient pu acheter un siège. Il y a plein de choses qui peuvent être faites là-dedans. De nouveau, il y a des choses qui vont se faire, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Voilà. Il faut faire du teasing un petit peu, faire envie. C'est du marketing, ça. Complètement, complètement. Et dans ton rôle maintenant de dirigeant d'un club qui est historique dans le hockey suisse, il n'y a pas eu un club en Suisse qui a gagné 6 fois un championnat d'affilée. Tu te sens comment dans ce rôle-là maintenant aussi pour porter l'avenir? Déjà, c'est une grande responsabilité. Oui. C'est parce que on est porteur, d'un club historique. On est des représentants d'un club historique, donc on a un devoir. Alors, ce qui est certain, c'est que on est là pour servir le club et non se servir du club. On a mis les structures en place pour que le club ne soit pas dépendant de nous. Nous ne sommes pas des mécènes. Donc l'organisation de la structure juridique fait qu'aujourd'hui, si un jour on devait partir et tout, on change juste les personnes, mais le club fonctionne. Oui. Donc ça, c'est aussi un élément. Et peut-être cette initiative a été concrétisée encore dernièrement sous l'initiative du HCC, avec la constitution de cette fondation 1919. Exactement. Dont la volonté, d'une part, c'est d'éviter que le club puisse être repris par quelqu'un qui n'est pas forcément désirable. Voilà, effectivement, il y a des expériences malheureuses dans le bas du canton avec un club de foot à un moment donné. Oui. C'est aussi, d'un moment donné, quand on a une responsabilité aussi vis-à-vis des citoyens et des politiques qui ont voté un projet. Et nous, c'est aussi que ce club soit pérenne et puisse continuer de pouvoir abriter et occuper cette magnifique infrastructure qui nous sera livrée dans quelques années. Donc ça, et puis, d'une part, une responsabilité. Après, c'est quelque chose dans lequel, avec mon conseil d'administration, on s'éclate parce qu'on est vraiment une bande de potes, on a un objectif commun et tout le monde tire à la corde. L'environnement aussi, que ça soit au niveau sportif, on a une super équipe, que ce soit le staff, sous la responsabilité de Loïc Burkhalter, les joueurs qui sont exemplaires, qui s'impliquent dans l'académie. Vraiment, ça c'est vraiment top. On a toute l'équipe du bureau qui fait un boulot de malade avec qui tu collabores. Tu peux en attester, qui sont des dynamiques très positives. Dynamiques très positives, passionnés aussi, parce qu'il ne faut pas compter ses heures. C'est des gens qui ne rechignent pas à l'ouvrage. Quand on débarque, on a plein d'idées et tout, et puis qu'il faut tout poser, puis on y va, feu, gaz. C'est des gens avec qui on peut partir à la guerre, j'aime dire. On a une base de bénévoles extraordinaire. C'est 300 bénévoles 300 bénévoles qui sont là pour l'organisation. On tourne avec eux, on les sollicite aussi pour des soirées, des choses comme ça. Ils répondent toujours présents. C'est extraordinaire, j'entends. Voilà, on est vraiment, le HCC, une grande famille. Et ça, c'est des valeurs dont on a la responsabilité
et qu'on doit pérenniser aussi. On ne sait pas parce qu'après, on aura une belle enceinte et tout, qu'on doit commencer de péter plus haut que notre cul et tout. Ouais. On doit rester humble, on doit toujours travailler, rester nous-mêmes, garder notre identité. C'est aussi ce qui fait notre force. Hein. Par rapport peut-être à d'autres clubs. Mais chaque club a son ADN, il faut respecter, chacun ses différences et tout. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la Suisse. Chaque canton est souverain, a ses spécificités, et on cohabite ensemble. Et voilà, et chaque club a son identité, voilà, on doit garder notre ADN, ces valeurs-là, les inculquer aux générations suivantes. Et voilà, c'est la responsabilité qu'on a en tant que dirigeant. Et moi, je trouve aujourd'hui, quand on vient au Mélèze, même si c'est encore une infrastructure compliquée, ça transpire le hockey. Hein, on le sent dans les tribunes, on le sent sur la glace. Il y a un passé, il y a une ambiance. C'est vrai qu'on a pu créer des choses aujourd'hui. On a... Ne serait-ce que notre musique de Gaulle, aujourd'hui... Qui est quoi? Qui est sur ton téléphone? Qui est sur mon téléphone, Sweet Caroline, mais aujourd'hui, il ne se passe plus de soirées. Je vais à des soirées, de temps en temps, j'étais encore dernièrement, soirée du tennis club des Brenets, il passe Sweet Caroline, il faut monter sur la scène, c'est le HCC, on sort complètement du contexte, c'est des trucs qui nous rattrapent. J'étais à la grande raclette à Martigny, ils ont passé Sweet Caroline, et là, il y a tout le monde qui part. Voilà, il y a un attachement qui est pris à ça, il y a des trucs fous qui se passent, et c'est vrai, l'ambiance qui règne au Mélèze, les soirs de match et tout, l'odeur du thé rhum qui transpire dans toute la patinoire. Ça c'est vraiment l'ADN de Chaux-de-Fonds, là. C'est l'ADN de Chaux-de-Fonds. Voilà, il y a plein de choses. Et voilà, cette communauté, le plaisir que les gens ont à se retrouver. Pour beaucoup, moi, c'est ce qui m'a impressionné lors des titres et tout, l'impact social que ça a eu sur les gens. Que le ça club change le mood. Hein. C'est impressionnant, j'entends. Pour certains, le nombre de personnes qui vivent à travers le club. Je ne vais pas dire qu'ils ont que ça, mais j'entends... pour certains, c'est la sortie de la semaine. Hein? Certains sacrifient tout pour ça, pour se payer l'abonnement et tout. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là aussi, de rester humble. Et la joie, la communion, et ce qui m'a le plus frappé, c'est le premier titre. Parce qu'il y a eu une communion entre deux générations. Il y a les anciens qui avaient vécu les années de gloire du HCC et tout. La dernière montée, etc. Et puis qui attendaient ça depuis très longtemps, puis qu'on parlait aux jeunes générations. Nous, on a connu ça, etc. Puis il y avait toute la jeune génération qui, eux, n'avaient fait qu'entendre. Ou connaître la frustration des mauvais résultats, puis qui se posait la question de se dire à un moment donné, mais les vieux radotent, quoi. Ils parlent d'un temps. Et voilà, d'un seul coup, ces deux générations ont pu vivre ça. Communion. Cette communion-là autour. Et ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Voilà. L'ambiance qu'on avait eue dans notre fan zone, ce qu'on a réalisé là, c'est juste incroyable. Mobiliser. Il faut juste imaginer qu'on a organisé 2 matchs en parallèle. À 5 mètres. Avec la tente. Avec la tente, dans notre fan zone et tout. On avait le match qui se déroulait dans une patinoire pleine et à côté, une tente avec à peu près pleine et avec des bénévoles qui sont mobilisés à la dernière qu'il a fallu avoir. Pour ça, et cette communion qu'il y avait là autour, c'est exceptionnel. Ça en a parlé dans toute la Suisse et tous les médias, même les Suisses obliques, etc. Toutes les télés parlaient que de ça. Ouais. Et ça, c'est des choses qui restent à jamais, quoi. Et ça, je trouve, souvent on a une mauvaise image de la ville de Chaux-de-Fonds, mais le HCC est finalement un porte-drapeau très positif. Parce qu'on change un peu notre image avec ça. Alors, une mauvaise image, j'entends, je suis le premier à défendre. Moi, je suis un enfant des montagnes de Châteloise et je m'inscris en faux là-dedans. Et dès que je sors de mes frontières cantonales, j'entends, tant mieux s'ils trouvent que c'est pas bien. Comme ça, on reste en tout. Et puis, on peut profiter, c'est pas surbondé. Mais j'entends, on a tellement d'atouts. Et puis, si on peut mettre en valeur la ville de la Chaux-de-Fonds, les montagnes neuchâteloises, à travers nos résultats, à travers ce qu'on fait avec le club, mais tant mieux. Mais on a plein d'atouts à mettre. Tu penses que ça change la perception des gens? Pour dire, pas plus tard que cette semaine, j'ai fait une présentation au Rotary Club des Portes du Lavaux
parce que canton de Vaud. Hein. Canton de Vaud. Hein, et puis, il se trouve qu'une membre du Rotary Club était une ancienne collègue fribourgeoise qui était venue avec son ami et sa famille voir un match du HCC pendant cette fameuse période des playoffs et notre fan zone, si bien qu'aujourd'hui, c'en est devenu des supporters inconditionnels et qui m'ont invité pour aller faire une présentation là-bas. Et en repartant, les gens qui étaient présents m'ont dit « On viendra voir un match à Chaux-de-Fonds, manger une fondue à Chaux-de-Fonds. » Voilà. Génial. Donc, c'est top. Donc cette sympathie, finalement, elle est au-delà des frontières, des montagnes et du canton de Neuchâtel. Mais c'est une question de relation de personne, d'être. Voilà. On peut passer un peu pour des pétos et tout. On dit, quand on va en ville, on dit bonjour à tout le monde. Mais voilà, c'est dans notre ADN. Oui, absolument. C'est dans notre ADN. Et demain, quelqu'un qui veut s'investir dans un club ou HSC, qu'est-ce que tu lui dis ? S'investir en termes de force de travail humain. Et une personne qui a envie de contribuer et de s'engager. Mais on accueille tout le monde. On accueille tout le monde. L'essentiel, c'est de servir le club et pas se servir du club. Et c'est vraiment tous ces bénévoles qu'on a évoqués et tout. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans de bénévolat. Il faut juste imaginer ça. Comment tu l'expliques ? Parce qu'aujourd'hui, en Suisse, le bénévolat tend à se réduire. Hein, aujourd'hui, on est tellement sollicité avec différentes activités. Pourquoi passer du temps à faire du bénévolat ? Il y a déjà une question d'éducation. Ça, c'est aussi un challenge que tous les parents ont maintenant inculqué. Si moi, je m'implique, c'est parce que j'ai reçu ces valeurs-là aussi de mes parents qui, eux, se sont impliqués et tout. Donc, il y a déjà une responsabilité en tant que parent. Oui. Il y a aussi une responsabilité en tant que citoyen, de se dire que si personne ne fait rien, il ne se passera rien. Ça s'arrête. Voilà. Et puis, après, comment on arrive à pérenniser aussi tous ces bénévoles, c'est en les remerciant d'abord, en les considérant, en les valorisant aussi. Il faut savoir que, comme une base de données pour nos fans, on a établi une base de données pour nos bénévoles et on récompense les années de service. On organise à la fin de chaque saison un repas où, justement, les jubilaires sont récompensés, etc. Donc, ils se sentent impliqués, considérés dans ce qu'ils font, valorisés aussi. Ils ont une certaine exclusivité aussi sur certaines choses. Exactement, exactement. Et puis, je m'efforce aussi, moi, pendant la saison, ne serait-ce qu'en arrivant au match, aller leur dire bonjour, un petit coucou, etc. C'est des choses qui ne coûtent rien, mais qui a énormément de valeur à leurs yeux, puisque les dirigeants passent encore vers eux, puis leur dire bonjour, puis sont reconnaissants de leur investissement. Donc ça, c'est aussi une responsabilité qu'on a en tant que dirigeant. Mais tu vois, quand je t'écoute de notre échange, j'entends surtout deux mots, responsabilité et humain, enfin les gens. Ça, je trouve que c'est ce qui ressort, non ? Oui, et c'est pour ceux qui me connaissent aussi. Alors, derrière mon franc-parler, il y a aussi un cœur qui bat. Et puis, si des fois, je peux être un peu clash, mais il y a aussi la reconnaissance de l'investissement des gens. Et puis, voilà. Parfait. Écoute, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton partage. Merci, Doug, pour ton invitation. Je me réjouis qu'on partage des nouvelles aventures encore ensemble. Et on va voir où ça nous mène. Avec grand plaisir. Tu seras toujours bienvenu au Mélèze. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et puis, comme toujours, ce n'est pas qu'une question de données, mais l'histoire qu'elle raconte. Merci.